Bonjour tout le monde. Merci d'être là aujourd'hui pour nous entendre parler de notre recherche participative qui s'appelle la participation des jeunes pendant le placement, les obstacles, les facilitateurs et quelques recommandations. Donc, on trouvait inspirant de commencer directement avec une citation d'un verbatim qu'on a fait ressortir qui disait « Ah, ma voix va avoir quelque chose à la fin, ça va servir à quelque chose. Je ne parle pas dans le vide. » Donc, ça donne un petit peu le ton sur lequel on va se lancer sur notre présentation. On est plusieurs personnes impliquées dans cette recherche-là. On est une équipe de 6 co-chercheurs pairs, accompagnés par Rosita Vargas-Diaz. Donc, c'est aussi important pour nous, quand on a créé l'équipe, d'avoir une diversité de parcours, une diversité d'expériences de participation aussi à l'intérieur et après le placement. On a aussi une assistante de recherche là, qui nous soutient dans ce beau projet. Donc, je vais laisser Rosita vous parler un petit peu de la mise en contexte et des objectifs de cette recherche-là, puis on va se voir tout de suite après. Donc, d'abord, en fait, vous dire que c'est une des recherches où je me sens tout le temps en vacances. Donc, c'est vraiment très agréable, en fait, de faire cette recherche. C'est une recherche qui commence dans le contexte, en fait, de mon postdoc à l'ENAP, dans la chaire, en fait, d'agrégage. Donc, pour vous donner un peu de contexte, c'est vraiment ça. Puis, le mandat, c'était, on s'intéresse, en fait, en recherche qui porte sur la participation. Puis, avec cette invitation, en fait, je me suis dit, bon, on sait que la participation, d'abord, en fait, on devait d'abord, en fait, mes premières concernées. Donc, c'est comme contradictoire, en fait, de faire une recherche sur la participation, ça, les premières concernées. Donc, c'est comme ça qu'on commence, en fait, doucement cette recherche. Donc, j'invite un groupe de jeunes qui étaient déjà, en fait, partis à ce moment-ci, en fait, du comité de EGEP. Donc, c'est comme ça, en fait, qu'on s'est dit, ben, qu'est-ce qu'on fait? Puis d'abord, on a commencé avec la littérature ensemble. On a pu constater rapidement, en fait, qu'effectivement, la participation des jeunes pendant le placement était vraiment pas existante, donc très peu. Puis que la plupart des temps, cette participation, en fait, c'était seulement des moments de consultation. Donc, une vraie participation, en fait, n'existait pas. Puis c'était documenté un peu partout dans les différents systèmes de protection. Encore là, en fait, on s'est demandé est-ce qu'on peut seulement diviser la participation pendant le placement ou il faut aussi s'intéresser au-delà, en fait, quand les gens sortent aussi du système, puisqu'on voyait aussi les liens entre les deux. Donc, c'est comme ça qu'on a décidé finalement de se centrer sur 2 objectifs. Donc, d'abord, de bien documenter la participation des jeunes pendant le placement, tant dans le processus décisionnel que les décisions, en fait, quotidiennes de la milieu de vie, puis aussi dans, en fait, la transition à la vie adulte. Et en même temps aussi documenter la participation collective des jeunes, en fait, visant la transformation des services et des pratiques. Puis un dernier élément qu'on a décidé d'ajouter aussi, on disait en même temps, il y a tellement peu de recherches participatives aussi qu'on voulait quand même documenter notre expérience. Mais on ne va pas finalement parler de ça, en fait, aujourd'hui. Comment on a fait cette recherche participative? Donc, on s'est dit, si ça va être une recherche participative, il va falloir qu'on travaille en fait de la même façon. Puis qu'on se trouve en fait en rythme aussi qui tient compte aussi de la différence aussi, différentes co-chercheurs qui sont là. Puis on a eu des moments de formation où on a parlé d'abord en fait, c'est quoi qu'on connaît dans la littérature. On a parlé aussi des méthodes de recherche. Donc, on a fait beaucoup de formations d'accompagnement là-dessus. Après, on a eu des bons moments à élaborer nos objectifs, beaucoup de discussions, des débats, on dirait, pour effectivement arriver aussi à écouter puis mettre en fait tous les besoins puis les intérêts de tout le monde qui était assis sur la table. On a co-construit les canvas d'entrevue. On a passé aussi toutes les démarches éthiques ensemble. Donc, j'étais vraiment très soutenue. Donc, c'était quand même intéressant comme démarche. Puis après, on a eu aussi les recrutements. Et dans ces cas, seulement vous dire en fait que c'était vraiment intéressant parce que là, on a pu aussi avoir toute une optique de reaching out. Donc, pas seulement regarder, en fait, et encore interviewer seulement des gens qui étaient facilement régionales, c'est aussi, tu vois, d'aller chercher des gens, en fait, qui entendent très peu leurs paroles. Donc, ça, c'était aussi un souci qu'on avait tout au long.
Puis, c'est des gens qui ont passé la plupart des entrevues. Moi, j'étais seulement, en fait, à passer des entrevues, accompagner les gens qui voulaient être accompagnés pendant les entrevues. Puis là, c'était vraiment un degré vraiment variable aussi. On est rendu à l'étape d'analyse des données. Puis, on va vous présenter, en fait, les résultats préliminaires, mais on a aussi fait d'autres présentations sur notre processus de recherche aussi. C'est important aussi que pour la présentation qu'on vous fait aujourd'hui, en fait, on visait 30 entrevues, mais on n'était pas financé à ces moments. Donc, c'est sûr qu'on a eu des limites aussi au niveau des moyens pour continuer notre recherche, mais on vient d'être financé, donc on va pouvoir finalement arriver à avoir, en fait, toutes les entrevues qu'on veut en avoir. Mais on est arrivé quand même à faire 19 entrevues, puis à date, on a pu analyser 9. Donc, c'est ça. Donc, je te laisse après, Jessica, continuer. OK, bien aujourd'hui, ce qu'on a prévu de vous présenter, parce que comme Rosita l'a dit, là, on a exploré différents éléments qui touchent la participation des jeunes. Aujourd'hui, on va vraiment centrer notre présentation sur l'expérience pendant le placement, donc les décisions liées au placement, au choix de milieu de vie et tout ce qui touche les processus cliniques. Aussi, on va présenter différents obstacles et conséquences de la non-participation. Et évidemment, présenter des facilitateurs et des recommandations parce qu'on se dit qu'on peut bien critiquer, mais il faut emmener des recommandations, des solutions aussi. Donc, au niveau des résultats préliminaires, ce que les jeunes nous ont dit, et puis là, on s'entend comme jeunes, là, on a interviewé des jeunes entre 18 et 35 ans. Donc, c'est important de le préciser pour nous, notre définition de jeunesse, ça va jusqu'à 35 ans. Donc, au niveau de justement ce qu'ils nous ont dit, c'est que la plupart ne se sont pas sentis écoutés ou peu écoutés. Ils se sentaient un peu pris dans un monde d'adultes. Donc, il y a une citation ici qu'on trouvait très intéressante qui nous dit qu'ils n'ont pas laissé le droit de parler, en fait. Qui, étant donné qu'elle était mineure, c'est vraiment les différents professionnels qui interagissaient auprès d'elle, qui ont en fait vraiment pris les décisions à sa place. Il n'y a personne qui a accepté de l'entendre. Donc, elle a été forcée à faire des choix qu'aujourd'hui, elle aurait peut-être fait autrement. Au niveau de la participation des jeunes, ils nous disent aussi que souvent, c'est limité à vraiment l'intervention clinique, aux décisions critiques pour ces jeunes-là. Donc, certains vont nous dire qu'ils sont pris en compte, leurs décisions vont être prises en compte dans les plans d'intervention, mais c'est surtout de la consultation. C'est les décisions vraiment qui sont prises dans l'intérêt de l'enfant, mais le jeune n'est pas consulté. Donc, c'est quoi cette définition-là de l'intérêt de l'enfant? Quand on commence à consulter le jeune, avant de prendre une décision, est-ce qu'on est vraiment dans de la vraie participation? La personne nous dit, je ne dis pas que ça va être la décision qui va être la meilleure pour le jeune. Cette personne-là était vraiment consciente que des fois, on peut être dans des conflits de loyauté où on va dire qu'on veut voir notre père, mais au final, c'est peut-être pas ce qui est dans le meilleur intérêt pour nous. Mais c'est important quand même, elle nous disait de vraiment aller creuser ces questions-là aussi, de prendre le temps de s'intéresser, de consulter le jeune, puis de lui expliquer aussi de faire une balance un peu décisionnelle aussi, que ça pouvait l'aider. Aussi, c'est sûr que quand les jeunes sont en centre de réadaptation, généralement, c'est sûr que ça varie encore une fois selon. On ne peut pas aller en profondeur là, dans les analyses là, pour vous dire que ce n'est pas représentatif. Mais vraiment selon les territoires, selon les milieux de vie où ils vont être placés, selon l'intensité des services, on va voir que les conditions vont être moins favorables à leur participation aussi. Donc, les jeunes nous disent qu'en centre ouvert ou fermé, ce n'est pas la même réalité que si on est en famille d'accueil, que les CR sont un petit peu plus... c'était la parfaite dictature, hein? Donc, pour elle, ça ne faisait pas de sens. Puis, il fallait qu'on l'approche d'une certaine façon pour qu'elle puisse s'ouvrir aussi. Les jeunes expliquent aussi
ne pas avoir eu de l'information concernant les recours possibles pour faire valoir leurs droits ou pour faire des plaintes également. Certains nous ont dit qu'ils ont essayé de porter plainte souvent contre certaines situations, qui ont essayé de dire leur point de vue, qui ont essayé de faire des changements, puis qu'au final, il n'y a rien qui changeait. Même certains se sont fait dire, ben, on ne trouvera pas mieux ailleurs. Donc, prends ce qu'on t'offre, puis fais-le, fais avec. Donc, ça fait pas mal le tour au niveau de l'expérience qui est ressortie. Maintenant, on parlerait peut-être des impacts que justement cette non-participation-là peut avoir aussi sur les jeunes. Alors, j'inviterais Ursi à vous parler de ces éléments. Donc, salut, moi c'est Ursi. Je vais vous parler dans le fond des conséquences dues à la non-participation ainsi que les obstacles aussi à la participation. Je sais que les mêmes causes engendrent les mêmes effets, donc ça me fait plaisir de vous parler des conséquences de cela. Dans un premier temps, attends, je pense que je vais dépasser. Dans un premier temps, on a beaucoup entendu de la part des jeunes le fait qu'ils nous ont parlé de leur plan d'intervention, qu'ils n'étaient pas consultés, ils n'étaient pas pris en considération lorsque le temps était venu de faire les plans d'intervention et qui concernent bien souvent l'avenir de leur vie et de leur existence. Fait que c'est revenu souvent dans nos recherches, dans ce que nous avons pu quantifier, que les jeunes, ils affirment qu'on les consulte juste pas. Donc, c'est une des conséquences quand même assez majeures au niveau de la participation d'enfants dans leur projet de vie. Puis, si on a un témoignage, je vais quand même aller assez rapidement sur les témoignages. Donc, on a un témoignage ici où est-ce qu'on nous parle de comment, dans le fond, elle dit, comme mon plan d'intervention par rapport aux objectifs, j'ai jamais participé. Donc, moi-même, pour avoir été, puisque membre du collectif des ex-placés, c'est rare vraiment, je ne me souviens pas une fois qu'on m'a vraiment inclus au niveau des plans d'intervention, mais la loi a changé en ce sens. Donc, on espère que ce sera prise en considération dorénavant. Sinon, c'est ça. Sinon, l'autre conséquence, c'est au niveau, en fait, les jeunes développent un sentiment d'impuissance. Il y a un grave manque de confiance en eux-mêmes puisqu'ils ne peuvent pas exprimer leur point de vue ou bien se faire valoir. Donc, cela crée des comportements d'opposition ou de la passivité. Donc, on a souvent, au niveau clinique, ils ont souvent tendance, les intervenants, à s'attarder sur justement les comportements sans nécessairement aller chercher à comprendre les causes, comme je disais auparavant. Donc, ça, c'est une des causes qui engendre ces comportements-là si on ne prend pas la peine d'essayer de comprendre, dans le fond. Alors, ici, on a un témoignage qu'on a pu ressortir qui dit dans les grandes lignes que personne n'a essayé de m'écouter. C'était juste j'étais toujours en réaction. Plus précisément, on est souvent en état de crise, comme on dit là. Donc là, plus tu es en crise, plus tu es en réaction, plus tu es isolé, plus tu es enfermé comme une bête. Donc, bref, c'est un cycle d'enfants de coercition, je pourrais dire. Donc, ça m'amène à vous parler d'enfants des obstacles à la participation. C'est ça. Les obstacles à la participation, il y en a tellement, il y en a beaucoup. Nous avons dû sélectionner. Puis on a sélectionné des obstacles, on a ressorti dans le fond, dans les grandes lignes, des obstacles au niveau structurel, des obstacles au niveau organisationnel, des obstacles liés à la posture, ça c'est revenu très souvent, la posture des intervenants, les obstacles liés aux conditions des jeunes. Puis dans ces groupes d'enfants, ces catégories que nous avons mis en place, on a ressorti comment je pourrais dire, des éléments qui nous permettent de nous orienter dans notre recherche. Là, par exemple, au niveau de l'obstacle structurel, on a l'organisation des services, comment le service lui-même, la culture, dans le fond, qui règne au sein de l'administration et puis l'accès et la continuité des services, etc. On peut voir au niveau des obstacles liés à la condition des jeunes, il y a la peur, il y a l'âge. C'est des trucs que quelqu'un qui n'a pas ce parcours ne ressentirait probablement pas. Donc, il y a beaucoup de méfiance, de manque d'intérêt,
problèmes d'affectivité, d'attachement, etc. Là, on est dans l'ordre un peu métaphysique des choses. Donc, les jeunes sont parfaitement ébranlés, touchés par ça. Donc, je vais continuer avec quelques témoignages des obstacles, au niveau des obstacles que nous avons ressortis. Là, nous avons un témoignage un peu au niveau de l'ordre du développement de la personnalité, de la confiance envers l'adulte et le prochain, si on peut parler de manière plus large. Puis elle exprime dans le fond que le fait qu'on n'a pas le temps, dans le fond, vu qu'on est souvent dans le quantitatif et non dans le qualitatif, on n'a pas le temps de chercher vraiment à comprendre les causes réelles d'une réaction ou d'un comportement. Donc, ça ne permet pas aux jeunes de développer un réel sentiment d'attachement ou de confiance avec l'intervenant. Et en plus, ça change tout le temps. Donc, ça n'aide pas. Ça, c'est une des aspects. L'autre aspect, c'est au niveau du manque d'information. En fait, le jeune, il ne sait pas ce qui se passe avec lui. On l'a juste retiré de sa famille. On lui offre des soutiens psychologiques, comme ici ça indique. Et puis, au niveau de ce soutien psychologique, le jeune ne se sent pas nécessairement, il ne comprend pas, l'enfant, que c'est lui qui a besoin d'un soutien psychologique, alors que peut-être que le problème, c'était les parents. Donc, souvent, les jeunes le refusent. Moi, entre autres, je l'ai beaucoup refusé jusqu'à ce que je comprenne que j'en avais peut-être besoin. Et c'est un peu ça le témoignage que nous avons ici. Sinon, le dernier que j'ai pour moi, c'est ça, c'est au niveau dans le fond, le fait d'être, excusez-moi l'expression québécoise, garroché à gauche puis à droite, change souvent de famille d'accueil et de travailleur social. Donc, aucune façon de se structurer convenablement en tant qu'individu psychique dans la société, là. Donc, et en plus, c'est un âge où est-ce que tu dois développer justement ta personnalité et ton identité. Puis, je vous laisse apprécier la suite. Merci. En fait, moi, je vais vous parler de multiples facteurs peuvent faciliter la participation des jeunes. C'est la relation de lien de confiance avec les professionnels qui est fondamentale. Il y a les attitudes positives, l'écoute et la considération, le respect et le non-jugement qu'on a vu. Offrir des espaces informels et de rencontres. Exemple, qu'on peut se rencontrer dans un restaurant, dans le parc, puis tout ça, puis tu peux continuer si tu veux avec nous. Non, c'est bien. Oui. Dans le fond, ce qu'il disait, c'est qu'il y a des jeunes que justement, ils pouvaient être bloqués, donc de faire des interventions à l'extérieur de la maison. Certains ont aussi dit que le fait que la famille d'accueil soit présente ou qu'ils n'étaient pas seuls avec leur travailleur social pouvait être quelque chose qui était un obstacle. Donc, de vraiment s'assurer de mettre en place des espaces où le jeune peut vraiment se confier en toute confidentialité dans des espaces qui sont adaptés à ses besoins. Il y a aussi il y a un autre point, c'est informer les jeunes, exemple avec leurs droits, des services, des options. Il y a aussi les diapositifs ou insistances de participation individuelle et collective. Exemple, les comités de résidents, des alliés adultes, dans le fond, avocats, éducateurs. Je ne vais pas toutes les nommer parce que je vais faire le tour puis je ne vais pas rentrer dans le temps. Puis, c'est ça. C'est bon. C'est aussi être à l'écoute des jeunes dans une relation plus proche. Comme moi, par exemple, j'avais besoin d'aide, comme je vais parler de moi personnellement, comme quand, exemple, j'avais besoin de passer une entrevue, bien, Rosita m'accompagnait parce que c'est des fois des sujets très sensibles, parce que nous-mêmes, moi, j'ai vécu la protection de la jeunesse, fait que c'est des fois des mots qu'il y a des gens qui peuvent exprimer que c'est très difficile, fait que c'est comme, ça nous fait vivre des moments très difficiles, puis à d'autres personnes aussi. C'est aussi aller vers les jeunes. Puis, ce qui est ressorti d'intéressant aussi, parce qu'on leur demandait à un moment donné, c'était quoi la définition pour eux de la participation, puis les composantes. Puis, il y a un de nos participants qui disait justement, il faut que ça soit une participation active. Il faut aller chercher les jeunes. Il ne faut pas attendre qu'ils viennent vers nous nécessairement. Il faut vraiment leur demander, est-ce que tu veux ça ou tu veux ça, de leur donner des choix. De lui dire que ça peut être possible d'arrêter de toujours freiner leurs initiatives aussi, de les soutenir dans ça. Donc, puis surtout, ce qu'il nous disait, c'est qu'il faut qu'ils sentent que ça va avoir un impact, que leur prise de parole va servir à quelque chose. Sinon, ils ne comprennent pas ou ils n'ont pas nécessairement la motivation. Ou ils n'ont pas de confiance en eux-mêmes aussi.
En fait, le petit dernier, c'est créer une gouvernance mettant les jeunes au centre. Je ne veux pas tout lire ça, tu peux lire. Donc, c'est au centre des décisions, de vraiment s'assurer qu'on puisse mettre différents jeunes à différents paliers aussi, autant au niveau de la direction que des comités de résidents. On se rend compte que ce n'est pas suffisant. Là, je pousse la réflexion, mais avec la réforme qui s'en vient, avec le PL15, c'est questionnant. On parle même d'abolir ces comités de résidents-là. Donc, au niveau démocratique, au niveau de la défense des droits, de l'information, c'est toutes des choses qui sont vraiment importantes, puis on est très préoccupés par ça. Donc, les jeunes nous disent vraiment là, qu'il faut qu'on mette en place des endroits où ils peuvent vraiment échanger, socialiser, puis défendre leurs intérêts. Merci beaucoup tout le monde.